Good. Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Je dis bon matin parce qu'en ce moment au Québec, il était 8 heures quand on était supposé commencer le podcast. Finalement, j'ai appris que en France, en fait, l'heure a été avancée d'une heure, fait qu'on a été obligé de remettre le podcast une heure plus tard. Fait qu'en ce moment au Québec, il est 9 heures. En France, il est 2 heures. Donc, bon matin, bon après-midi, bonsoir et peut-être même bonne nuit, dépendamment de la personne qui écoute le podcast. Fait que comme je le dis à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout en fait, au monde, dans la francophonie. Ça va être vraiment aussi d'inspirer un maximum de personnes avec des histoires à succès. Puis aussi, surtout, je pense, comme dans cet épisode-là qui s'en vient, vraiment d'éduquer, puis de rentrer en fait dans des détails granulaires de l'entraînement, du mindset, la nutrition, vraiment, en fait, un paquet de choses qu'on aime discuter en fait avec des spécialistes dans le fond dans ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, on a Léo Pazek qui est déjà venu en fait sur le show il y a quelques semaines, en fait, dans la saison 3, parce qu'au moment où c'est que cet épisode-là va sortir, on va être rendu dans la saison 4. Puis en fait, si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Léo, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter parce que j'ai tellement eu des beaux retours d'un paquet de personnes, puis il y a du monde qui m'ont même dit que c'était un des épisodes de podcast les plus complets en termes d'information qui ont eu la chance d'avoir. Puis Léo est un coach d'escalade depuis à peu près 5 6 ans. Deux, 3 ans, mais Deux, 3 ans, ok. 2, 3 ans, mais en fait, avec en ce que je pense que à la honnêtement, pratique. avec la pratique puis avec le bagage, puis tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, on dirait que ça fait comme 10 ans que tu fais ça, tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Puis aujourd'hui, le sujet, je pense que ça va être un sujet que la majorité des grimpeurs vont adorer. Fait que pour tous ceux en fait, pour tous ceux qui veulent briser un plateau, pour tous ceux, en fait, justement, qui ont déjà commencé à s'entraîner, puis pour les gens qui veulent vraiment en apprendre par rapport à la force de doigt. Donc, que ce soit les différents types d'énergie, les différents systèmes énergétiques, en fait, de la force de doigt, on va en parler aujourd'hui. On va aussi parler de comment travailler toutes ces forces de doigt-là différentes. On va aussi parler de, bref, un paquet de choses par rapport aux doigts. Fait que si vous avez un épisode à écouter dans cette saison-ci par rapport à la force de doigt, je pense que c'est vraiment celui-là. Fait que, ben, bienvenue Léo. Je suis content de te Bah revoir ouais, sur un autre épisode. pareil, content d'être de retour. Ouais. C'est ça, en fait, c'est drôle parce que dans l'autre épisode qu'on avait tourné ensemble, là, qui était surtout par rapport à comment justement démarrer l'entraînement, comment avoir des bonnes habitudes de vie, puis on a rentré sur tellement d'autres sujets, là. Tu sais, ça a duré, je pense, 1h50 comme podcast, hein. On a parlé que la force de doigt, c'était un des facteurs justement les plus limitants, je pense, pour les grimpeurs, puis il y a vraiment une grosse corrélation entre la force doigt puis quand je parle de force, je parle de la force en général, là, tu sais, que ce soit l'endurance doigt, le power endurance doigt, tu sais, vraiment toutes ces sphères-là. Je pense qu'il y a une grosse corrélation entre le succès d'un grimpeur puis la force doigt. Puis j'aimerais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Puis peut-être aussi démystifier une coupe, quelques mythes par rapport à ça. Euh, ouais, ben en fait, c'était même pas dans les questions que j'avais préparées, mais selon toi, y a-t-il des mythes qui seraient intéressants déjà d'attaquer dès le départ par rapport à la force doigt ou quelque chose que les gens ne sont peut-être pas au courant par Euh, rapport à la force doigt qui serait intéressant que les gens soient au courant. Moi, je pense, ouais, si je devais résumer le podcast d'aujourd'hui en une phrase, tu vois, ce serait d'appliquer la surcharge progressive. Peu importe Hmm, le type d'exercice, peu importe que ce soit des doigts, des biceps, des jambes, du volume de grimpe. En fait, c'est de la surcharge progressive. Et OK. pour les doigts, ça marche de la même manière pour, comme tu disais, tous les systèmes énergétiques, que ce soit l'endurance, le power endurance, l'endurance de force aussi. Je sais pas si on dit strength endurance en anglais, mais Ouais. enfin, voilà, un Je peu parle tous de les power systèmes endurance. énergétiques. Et, enfin, vraiment, je vais redétailler un peu chaque truc après, Ouais. pour bien qu'on fasse les définitions et tout. Mais ouais, surcharge progressive. Et si tu appliques la surcharge progressive, en fait, donc de rajouter soit du temps, soit des kilos, soit des répétitions, soit de Mhm. réduire tes temps de repos, sur le long terme, en fait, c'est ça qui fait la différence. Et, euh, et ouais, donc ça, c'est un des premiers trucs, c'est que faut pas avoir peur de justement surcharger progressivement. Ouais. Et un mythe aussi que je retrouve souvent, c'est qu'il faut attendre tel ou tel palier pour commencer à s'entraîner. Tu vois, par exemple, il faut pas faire de force doigt avant d'avoir grimpé pendant 2 ans parce que sinon tes doigts ils sont pas prêts ou quoi.
Ça, pareil, c'est un mythe parce que en fait, tout dépend de comment tu le travailles. C'est clair que Mhm. si t'as jamais fait d'escalade et que tu fais des suspensions lestées directement, ça va pas marcher. Mais la manière dont tu le mets en place, en fait, tu peux travailler ta force max, même si t'as pas beaucoup de force. Tu vois, par exemple, je sais pas, t'arrives à tracter 20 kilos sur une prise. En fait, tu peux déjà commencer à travailler ta force et essayer de faire Mhm. 21, 22, 23 kilos. Euh, et donc, en fait, il faut juste le faire intelligemment et le plus tôt possible parce que ça prend des années de débloquer sa force, Ouais. enfin de développer ou débloquer un palier. Ouais. Donc, ouais, vraiment surcharge progressive et le plus tôt possible parce que après, bah, sinon, souvent, on regrette en fait de pas avoir commencé plus tôt Ouais. parce qu'on se dit ah ouais, maintenant que j'ai compris comment ça marche, si j'avais fait ça il y a 5 ans, comment je serais maintenant? Mhm. Et bah là, on n'aura jamais la réponse à la question parce que bah on n'a pas commencé il y a 5 ans. Donc Exact. ouais, franchement, c'est commencer le plus tôt possible. On va y revenir sur Ouais. une question en particulier Puis c'est ça et ouais, aussi, surcharge progressive. je voulais aussi dire quelque chose justement. Tu sais, toi, tu disais que parce que c'est un des rôles principaux en fait de s'entraîner au niveau de la force d'oie, c'est de limiter les blessures. Puis tu sais, je me semble que tu disais dans l'autre podcast qu'on avait fait avant que justement si tu avais une force d'oie par exemple de quelqu'un qui grimpe, on va dire V10 puis que tu grimpes, on va dire, des V8, ben, tu as beaucoup moins de chances de te blesser parce que tu as une certaine marge que si justement tu as une force de quelqu'un qui grimpe V8, mais que tu grimpes dans ta limite qui est V8. Parce que justement, là, vu que tu peut-être pas la marge, puis que tu es vraiment dans ton maximum de force, ben, c'est là qu'il peut y avoir des dangers de blessure. Fait que, tu sais, en dehors de s'améliorer au niveau des performances, juste de limiter les blessures, je pense que de s'entraîner au niveau de la force doigt, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis même moi, je l'ai remarqué, là, tu sais, je suis revenu d'un voyage, comme je t'avais dit, sur l'autre show, euh, J'ai écouté le podcast ouais, où tu fais le bilan. avec C'était Félix sympa en Bam, vrai là. d'avoir le ouais. Mm. Ouais, puis c'est cool parce que comparativement à l'année d'avant, je me sens tellement moins sore, si on veut, là, après mon Ouais, voyage. rouillé. Puis c'est ça. Puis aucun moment dans le voyage, je sais que j'avais peur de me blesser. Parce que justement, j'avais entraîné énormément ma force doigt avant d'aller en voyage. Puis là, c'est fou parce que j'ai une des meilleures saisons extérieures depuis que j'ai commencé. Puis probablement que m'être entraîné pendant 6 mois, ça a dû faire une grosse différence, là. Fait que parlons des systèmes énergétiques. Parce que, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui pensent que devenir fort au niveau des doigts, ben, c'est juste de faire soit du arm lift ou de la poutre, là, comme vous dites, comme tu dis dans tes podcasts, là, ou du hangboard. Mm. Mais tu sais, il y a tellement d'autres types de systèmes énergétiques. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, mettons, de la différence entre que ce soit la force doigt. Ben, en fait, je vais te laisser la page blanche pour nous en Ouais. parler en général. Bah en fait, ce serait cool que je puisse avoir tu vois, un tableau blanc ou un truc. Je sais pas s'il y a ça sur Zoom, mais bon, c'est pas grave au pire. Mais tu vois, c'est vraiment une pyramide en fait. Ouais. Et tout en haut de la pyramide, il y a là où tu as le plus de force avec le plus de vitesse, et tout en bas, c'est l'inverse. Tu vois, donc en Mhm. gros, tu as l'explosivité, la force max, l'endurance de force, la résistance, l'endurance. Enfin, en fait, voilà, ça fait vraiment une pyramide. Et et en fait, la fondation de tout ça, en fait, même si c'est l'endurance qui est tout en bas dans l'image de la pyramide, c'est la force max en général parce Mhm. que bah, si tu as une meilleure force max, en fait, toutes tes autres métriques vont être indirectement meilleures parce que pour faire un mouvement identique, tu vas dépenser moins de pourcentage de force, comme si tu avais une batterie et chaque move te coûte 10% de batterie. Bah, si tu augmentes ta capacité, peut-être que chaque mouvement va te coûter que 5% de ta batterie et que ta batterie sera en plus grosse. Donc, il y a vraiment ce truc-là où ouais, Mhm. c'est une pyramide et c'est vraiment, faut un peu définir tous les termes. Mais en gros, bah, tout en haut, il y a l'explosivité, donc le RFD, le Rate of Force Development. Donc Ouais. vraiment être capable de serrer une prise hyper rapidement, donc la La force force de contact. contact. Voilà, Ouais. c'est ça. Tout en haut, il y a ça, la force de contact. Très difficile à évaluer d'un point de vue même scientifique parce que en fait, il faut que les capteurs, ils aient une certaine fréquence d'acquisition. Bon là, je rentre déjà dans les détails, mais du coup, les capteurs de force, ils ont une fréquence d'acquisition en hertz. Ça veut dire qu'ils prennent une mesure toutes les, par exemple, ils prennent 200 mesures par seconde. OK. Et on dit dans les études que pour que les mesures soient fiables, reproductibles et tout, au minimum 200 Hertz, mais la plupart c'est entre 500 et 1000, et il n'y a aucun capteur, on va dire sur le marché comme les Tyndec ou quoi, qui ont Mhm. cette fréquence d'acquisition, donc très dur à tester. Après, d'un point de vue purement empirique, donc sur le terrain, vraiment à la salle d'escalade, comment le tester? Bah, juste essayer de sauter sur une prise et essayer de s'accrocher, tu vois, que ce soit à un Mhm. bras ou à deux bras. Ouais. Donc ça peut se tester assez facilement d'un point de vue empirique, on va dire. Donc vraiment juste en allant à la salle et en voyant aussi tes vidéos de grimpe. Ouais. Si à chaque fois que tu tombes sur un bloc ou sur une voie, c'est parce que tu envoies un mouvement et que tu n'arrives pas à tenir la prise quand tu arrives dessus.
c'est peut-être que tu manques du coup d'explosivité. C'est ça, c'est ça. Parce que quelqu'un serait capable justement de, si exemple, on saute vers une prise, puis que c'est un 20 millimètres par exemple, ou un 15 millimètres, ou peu importe le nombre de millimètres, mais que tu n'es pas capable de tenir la prise, c'est pas nécessairement que tu n'es pas assez fort pour tenir la prise, parce que cette prise-là, dans un contexte où c'est qu'elle aurait été immobile, puis, mettons, Ouais. en dessous Ou d'un t'arrives avec peu de hangboard, une vitesse. poutre, là, tu serais correct. Mais d'arriver, puis d'être capable de générer la force assez rapidement pour que tes tissus nerveux, en tout cas, je sais pas si c'est ça, là, mais se Non, c'est ça. contractent assez vite pour tenir la prise. C'est ça la différence, mettons, entre la force, de la contact strength, puis de la force tout court, là. C'est ça. Bah justement, juste en dessous, c'est la force max, donc la force OK. maximale. Et là, après, il y a plein de manières de la mesurer, que ce soit sur capteur de force en tractant, en Mhm. suspension, donc à deux bras sur la poutre, à un bras sur la poutre. Voilà, il y a plein de méthodes qui existent pour la mesurer, entre 3 et 5 secondes, jusqu'à 10 secondes. Enfin voilà, après, ça dépend vraiment de quel test on utilise. Mais la force max, souvent, le test le plus standard, ils utilisent ça aussi. Sur les tests Lattice, parce que c'est eux qui ont la plus Mhm. grosse base de données, c'est 5 secondes de suspension maximale sur 20 millimètres à deux bras et tu rajoutes le plus de lest possible. Et c'est OK. là où en fait ils ont fait un peu toutes leurs stats sur les métriques Ouais. de force doigt, on va dire. Après, j'ai pas accès aux bases de données, donc je peux pas avoir Fait tous que ça, les c'est vraiment le détails. classique, Mais mettons, le vraiment c'est classique. ça, On est 5 secondes sur un hangboard à 20 millimètres, on met le plus de poids possible par rapport à notre force, à notre poids de corps, par exemple. c'est ça. Et puis c'est les ratios qu'on citait dans les anciens podcasts quand on disait il faut 1,6 pour grimper V8, Mhm. 1,8 pour grimper V10. Voilà, c'est ces ratios-là en fait. Ça vient de Ouais. ce test-là. Mais du coup, tu vois, tu peux avoir une très grosse force maximale, donc je peux avoir 1,8 de ratio par exemple, Mhm. mais avoir une très mauvaise explosivité, donc pas être capable de serrer les prises rapidement. Et du coup, Mhm. bah, peut-être que c'est ce facteur-là qui va te limiter dans ta grimpe, et c'est peut-être pour ça que tu as une force à doigt qui te permet sur le papier de grimper V10, mais qu'en réalité, tu vas grimper que V7, Ouais. enfin V6, V7, parce que t'as pas la capacité d'activer cette force rapidement Mhm. via du coup bah, ce que tu disais, le système nerveux. Enfin, c'est clairement nerveux et c'est de la force de contact. OK. Euh, et après, voilà, il y a toutes les préhensions différentes, hein. Il y a le semi-arqué, l'arqué avec le pouce, le trois doigts tendu sans le petit doigt. Enfin, il y a vraiment toutes les variantes de préhension qui existent. Bah, après, je parle même pas de tout ce qui est bidoigt, monodoigt, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment très, très, très spécifique. Et après, je parle même pas des bidoigts semi-arqués. Enfin, voilà, après, ça, c'est des trucs, Ça c'est, peut enfin, il y aller a que les pros, loin. on va dire, qui utilisent ça dans certains cas, sur certaines prises et tout. Mais, euh, mais ouais, ça peut aller loin. En fait, tu peux tester, en théorie, bah, la force de chaque doigt dans chaque position. Enfin, après, est-ce que c'est utile de le faire? Je pense pas. Mhm. Sauf si t'es blessé et que tu dois te rééduquer, etc. Là, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ouais, juste tester sa force en semi-arqué et en trois attendu, par exemple, ça suffit largement Mhm. pour déjà avoir un aperçu de tes points forts et tes points faibles. Et après, Mhm. bah, il y a toutes les déclinaisons de la force. Donc, en français, on va dire, nous, la résistance, donc Ouais. le power endurance, comme vous dites. Mhm. Euh, Après, il y a l'endurance, donc la force critique. Enfin, voilà, on l'appelle un peu comme on veut. Et après, il y a aussi l'endurance de force. L'endurance de force, c'est, par exemple, tu vas prendre on reprend les stats de tout à l'heure, tu as 1,8 de ratio sur la 20 mm. Bah, tu vas prendre une charge où tu es à 1,7, donc tu es très proche de ce ratio-là. Souvent, ce test-là, on le fait à 90% du max. Mhm. Et tu vas essayer de tenir le maximum de suspension de 3 secondes ou de 5 secondes. Enfin, ça dépend quelle métrique tu Ouais. utilises. Et tu te dis, OK, bah, je fais le maximum de suspension à 90%. Déjà, rien que ça, tu peux voir une très, très grosse différence entre deux grimpeurs, surtout entre les grimpeurs de bloc et les grimpeurs de difficulté. Mhm. Les grimpeurs de bloc vont avoir beaucoup plus d'endurance de force que les grimpeurs de difficulté qui ont beaucoup plus de résistance, par exemple. Et Mhm. après, bah, tout en bas, il y a la force critique, donc l'endurance. Et là, vraiment, c'est l'équivalent de la VO2 max et du seuil numéro un pour ceux qui font de la course à pied et qui veulent faire le parallèle. Bah, en gros, votre force max, c'est votre VO2 max, pour faire simple, et votre force critique, c'est votre seuil numéro un. C'est Mhm. la force que vous pouvez mettre dans le temps sans vous fatiguer. Et il y a C'est des ça. grimpeurs qui ont une force critique qui est de, je sais pas, 60% de leur poids de corps. Donc vous imaginez que si vous tirez 60% de votre poids de corps sur une prise, Ils peuvent le vous faire n'êtes pas pendant en train de vous 24 heures. fatiguer. Tu peux le C'est faire ça. 24 heures sans Et arrêt, puis OK. c'est ça. C'est fou, ça. Bon, après, il y a les limites physiologiques après de bah, l'hydratation, les Ouais. électrolytes, machin, mais en théorie, c'est possible de maintenir cette force-là à l'infini, on va dire. OK. Et t'imagines la différence entre quelqu'un qui peut tenir 20% de son poids de corps à l'infini et 50% de son poids de corps à l'infini, sachant que tu as deux bras, donc C'est fou, 50%, ça. 50%. Ouais. Enfin voilà, ça peut aller très très vite et en fait, il y a des grimpeurs où si tu les mets sur un test très basique, je vais en reparler tout à la fin des protocoles, Ouais. mais juste 5 secondes de suspension, 5 secondes de repos au poids du corps.
t'as des grimpeurs, je sais pas, des grimpeurs professionnels, ils peuvent faire Ouais. ça pendant 24 heures d'affilée, en fait. C'est Ils ne s'arrêtent jamais. fou, ça. Donc, C'est fou. Justement, je pense que j'avais vu une vidéo il y a 2 ans là, sur la page de Lattice. Puis, tu sais, justement, il y avait comme Magnus, puis, tu sais, Dave McLeod, puis tous ces grimpeurs-là. Puis, tu les voyais, eux autres, ils faisaient ces tests-là, mais à un bras, tu sais, je pense. Là, tu sais, c'était... Puis là, ouais, tu disais, c'est ça. aïe, aïe, tu sais, ça fait comme 20 minutes qu'ils sont en train de faire ça à un bras pendant 5 secondes. Ça faisait comme pas de sens dans ma tête, mais tu sais, il y a du monde que puis quand ça fait 30 ans que tu fais de l'escalade puis que t'es un professionnel, ben tu développes justement une force critique absurde. Bah c'est ça, c'est un Mais peu comme ouais. les vitesses de course, c'est un peu comme les vitesses de course aussi, tu vois, pour ceux qui font du running ou quoi. Quand tu commences le running, tu commences, t'es à 180 battements par minute à 10 km/h. Enfin, tu comprends pas comment il y a des gens qui peuvent courir, je sais pas, un marathon à 130 BPM. Il Mhm. y en a qui le font, tu vois. Donc, enfin, c'est ouais, Mhm. avec l'expérience, en fait, les capacités d'endurance du corps humain, elles sont énormes. Et souvent, c'est un des points qui est peu travaillé bah, par les grimpeurs de salle c'est cette endurance, cette force critique, cette Ouais. résistance, enfin en gros toutes les qualités qui sont pas de la force max, parce que ça Mhm. fait pas rêver. Il y a personne qui poste ça sur les réseaux sociaux. Exact. C'est pas du tout Instagrammable. C'est très chronophage et c'est pas agréable à travailler. Tu vois par exemple si on prend Mhm. l'exemple de la grande de difficulté, donc avec la corde, donc le lead climbing, Ouais. ça peut être des séances où tu vas faire entre 30 et 50 longueurs, donc 50 voies différentes mais dans des cotations qui sont deux Ouais. chiffres en dessous de ton maximum. Tu Tu vois, peux par grimper exemple, à l'infini, c'est ça, entre guillemets, là. c'est ça, mais du coup, c'est très long, c'est très rébarbatif, enfin, Mhm. mais ça marche. Ça Ben oui. marche et enfin, c'est un peu comme courir à son seuil numéro un, tu vois, c'est faire de l'endurance fondamentale. Et ça, c'est un truc qui est pas beaucoup fait par, bah, pas beaucoup de grimpeurs, en fait. Il y a quasiment que les grimpeurs pros qui font ça. Mhm. Euh, ou alors des grimpeurs qui savent un peu s'entraîner, qui ont un peu compris la logique des cycles d'entraînement, etc. Ouais. Et encore, faut pas le faire toute l'année, faut pas le faire tout le temps, etc. Mhm. Mais ouais, avoir une base de force critique et d'endurance qui est conséquente, en fait, ça te permet aussi de mieux récupérer entre les séances, entre les blocs, etc. Parce que Ouais. tu vois, si on reprend les chiffres, être capable de faire V10 en force à doigt, c'est pas pareil que de pouvoir faire 10 V8 dans la séance, tu vois. C'est Et ça. pourtant, en force max, ça peut être le même chiffre. Donc Mhm. ça a rien à voir. Et ouais, c'est chaque grimpeur est différent, a un profil différent. Juste pour la force doigt, hein. Je parle même pas de tout ce qui Ouais. est anatomie, la longueur des bras, le poids du corps, enfin les qualités de mobilité, de souplesse. Enfin là, tu rentres dans des Mhm. trucs, tu C'est peux. c'est Il y drôle, a personne qui est similaire, quoi. j'ai comme deux questions en plus qui viennent de me monter en tête. La première, quand tu as parlé de VO2 max, est-ce que de faire, exemple, du cardio, par exemple, aller courir, faire du running, mettons que tu augmentes ton VO2 max à ce niveau-là, est-ce que ça va pouvoir influencer sur ton VO2 max d'avant-bras ou ça n'a pas vraiment une grosse corrélation par rapport à tout ça? Je pense qu'il faut un niveau de base Ouais. d'endurance globale, tu vois, donc de VO2 max cardio, on va dire. Mhm. Mais en fait, comme l'escalade, bah, du coup, c'est de la VO2 max locale au niveau C'est des ça. avant-bras. Bah, en fait, ça a très peu de transfert jusqu'à un certain palier. Mais tu vois, par exemple, si tu es très sédentaire Mhm. et que tu cours pas souvent, tu nages pas souvent, tu fais que des séances de bloc max en salle, donc tu fais jamais beaucoup de blocs à la séance de répétition ou Mhm. limite tu transpires pendant ta séance, tu vois, Ouais. où tu es essoufflé. Bah en fait, si tu fais jamais ce genre de séance cardio, on va dire, ça peut être hyper intéressant de rajouter du cardio en plus, que ce soit en OK. grimpant plus, tu vois, donc en faisant des circuits dans des blocs faciles, Mhm. en faisant des longueurs de difficulté, ou alors, tu vois, en faisant du cardio bah, qu'on appelle non spécifique, je sais pas, du Mhm. rameur, de la course, de la natation. Ça peut avoir un gros impact si jamais tu es très sédentaire et que t'as pas justement ce niveau de base de fitness, on va dire. Mhm. Mais une fois que tu as un profil plutôt athlétique, on va dire que tu as une VO2 max correcte, voilà, tu peux avoir une VO2 max, je sais pas, de allez, 14-15 km heure. C'est Mhm. déjà très bien pour des grimpeurs qui font pas de course, tu vois. Ouais. Enfin, une VMA, du coup, enfin, VO2 max, VMA, voilà, ça dépend comment on le mesure. Mhm. Là, je parle en kilomètres heure, du coup, c'est de la VMA, vitesse Ouais. maximale aérobie. Mais du coup, ouais, si tu as une VMA de 14 ou 15, c'est déjà une très bonne VMA pour un non sportif, on va dire, enfin, pas un sportif d'endurance. Et là, par contre, tu peux faire tout le cardio que tu veux, ça augmentera pas ton endurance sur le mur. Parce que bah, c'est tes avant-bras qui vont te limiter. Donc je Ouais. dirais, si tu es très débutant, ça peut avoir un gros impact positif aussi sur ta composition corporelle, parce que tu vas perdre un peu de masse grasse, tu vas Mhm. peut-être gagner aussi un peu de masse musculaire, enfin ça peut être intéressant d'un point de vue purement rapport poids-puissance. Ouais. Mais c'est pas, enfin, imaginons tu grammes déjà
du 5-14, c'est pas ça qui Mhm. va te faire passer au 5-15, tu Exact, vois. c'est ça, c'est ça, C'est pas c'est du tout ça, ça. c'est ça. C'est Ouais. pas un bucket à feel, là, si on veut, là. Ouais, c'est ça Ouais. exactement. Faut avoir une base, mais une fois que tu as cette base, bah ça sert plus à rien de s'acharner dessus pour l'augmenter, tu vois. OK. Mais par contre, bah faire du cardio du coup spécifique, donc vraiment de l'endurance au niveau des avant-bras, Ouais. donc de la force critique, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. OK. Bah là pour le coup c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui est très peu fait, que ce soit par les grimpeurs en général. Hein. C'est très peu fait, même pour les grimpeurs de difficulté. Souvent le seul moment où ils vont faire du cardio à basse intensité, c'est sur leur voie d'échauffement, tu vois. Et C'est après ils vont ça, faire que de c'est la ça. voie max dans leur projet. Ouais, puis c'est justement la deuxième question à quoi je pensais pendant que tu parlais tantôt. C'est que on m'a dit, puis j'ai écouté aussi dans beaucoup de podcasts, qu'il y avait tous les systèmes de force, que ce soit, mettons, la force, après ça, l'endurance, puis le power endurance. Chacun de ces systèmes énergétiques-là va se développer à une vitesse différente, si je me souviens bien. Puis on m'avait dit que l'endurance, vraiment la pure résistance, ça prenait des années, je crois, avant d'avoir vraiment une bonne base d'endurance. Est-ce que tu pourrais me parler de ça? Parce que je sais que en tout cas, moi, je vais te laisser me parler de ça, justement, le temps que ça peut prendre pour les différents systèmes de se développer. En fait, déjà, oui, tu as raison, tous les systèmes, ils se développent à une vitesse différente parce que ça dépend aussi de ta typologie musculaire. Donc, la Mhm, typologie musculaire, c'est le pourcentage de fibres de type 1, de type 2 que tu as. Tu sais, les muscles, ils ont des fibres rapides, des fibres lentes. Donc, les fibres lentes, c'est les fibres de type 1, les fibres rapides, c'est les fibres de type 2. Bon, je vulgarise pas mal, hein. Il y a les fibres 2A, 2B, 2X, enfin voilà. ouais. Il y a des différences. Mais tu vois, par exemple, si dans ton corps au global, et bon, si on prend que le haut du corps pour la grimpe, parce que pour le bas du Mhm, corps, ça n'a pas trop d'impact, mais si sur tout ton haut du corps, avant-bras y compris, tu as 75% de fibres rapides et 25% de fibres lentes, tu as beau faire tout l'entraînement que tu veux en endurance, ça va être beaucoup plus dur de gagner en endurance que quelqu'un qui va avoir un ratio 50-50 ou mhm. 75-25. Et OK. l'inverse, c'est très très vrai aussi. C'est-à-dire que si tu es un profil plutôt hyper endurant, t'as pas beaucoup de masse musculaire, donc t'as pas beaucoup de fibres de type 2 en fait, parce que les fibres de type 2, c'est celles qui sont le plus hypertrophiées aussi. Donc Mhm, juste au visuel, tu vois, si tu regardes quelqu'un, s'il a une bonne masse musculaire, souvent ça veut dire qu'il a pas mal de fibres de type 2. Et s'il est plutôt tout fin avec des veines de partout, bah là souvent ça veut dire que c'est un grimpeur qui a plus de fibres de type 1. Un, c'est plus, c'est quel type de fibre? Un, déjà? 1 c'est l'endurance et 2 c'est l'explosivité en gros. OK. Donc 1 c'est Ah, lent et 2 ouais. c'est rapide. OK. Et donc déjà, rien qu'en fonction de cette typologie-là, tu peux avoir plus ou moins de difficultés à développer tel ou tel système. Et tu vois, ça m'arrive des fois en coaching d'avoir des personnes qui ont un profil endurance, mais qui veulent Mhm, faire du bloc. Alors que le bloc, bah, il faut plus un profil explosivité, tu vois. hmm. Et je leur dis, bah ouais, mais là, tu vois, tu vas t'acharner contre ta génétique, en fait, parce que ça peut pas trop se modifier. Les fibres de type 2 peuvent se transformer en fibres de type 1. Donc, on va dire, si t'es très explosif, tu peux devenir endurant, mais pas très Mhm. endurant. Tu vois, ça peut, il y a un degré de conversion, mais tu peux pas tout convertir non plus. Ouais. Et par contre, l'inverse, alors après, il faut peut-être que j'actualise mes connaissances parce que ça fait un moment et comme c'est de la génétique, c'est un peu en constante évolution, on va dire. Ouais. Mais aux dernières nouvelles, les fibres de type 1 ne peuvent pas se transformer en fibres de type 2. Donc en Wow. fait, ton pourcentage de fibres de type 2, il est capé à la naissance en fait. Donc OK. faut attaquer tes parents en justice si jamais t'es pas assez explosif. Merde! Mais en fait, c'est c'est ça. Mais vraiment, c'est en fait la génétique, ça a un impact énorme parce que après, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, bah, en fait, si t'as un potentiel génétique qui te dit, bah voilà, t'as 75% de fibres rapides, 25% de fibres lentes, tu seras jamais un bon grimpeur de lead climbing, tu vois. Enfin, quand je dis un bon grimpeur, peut-être que tu vas pouvoir faire du 8C ou quoi, mais Ouais. enfin, peut-être que Tu tu vas vas pas faire faire du du 5-14, 5-15, mais là, pas du mettons, 5-15, là. tu vois. C'est ça, je C'est ça, comprends. exactement. Et déjà 5-14, enfin, c'est énorme, tu vois, comparé à Ben la oui. plupart des gens, mais il faut se spécialiser toute sa vie là-dedans, etc. Par contre, si tu as 75% de fibres rapides et 25% de fibres lentes, peut-être qu'au bout de 3 ans de grimpe, tu vas faire V10, tu vois. Alors qu'un grimpeur qui a 75% de fibres lentes et 25% de fibres rapides, ça va lui prendre 10 ans pour atteindre le V10, tu vois. Et il va devoir OK. s'acharner, beaucoup mieux s'entraîner, faire plus attention aux blessures, etc. Enfin, c'est déjà il y a ça qui te cape énormément en termes de potentiel de développement. Et après, bah, chaque filière, elle s'entraîne aussi. Et par contre, moi, je suis un peu moins d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que l'endurance, ça pouvait prendre des années et des années à OK. venir. Parce qu'en fait, si tu la stimules spécifiquement, donc vraiment tu fais des cycles d'endurance assez réguliers, etc., ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Et, OK. euh, et tu vois, je pense pas qu'il faut 5 ans ou 10 ans avant d'avoir une
très grosse endurance. Enfin, en tout cas, ça dépend à qui tu compares, Ouais. tu vois. Mais je pense qu'avoir l'endurance pour grimper dans du 8, alors dans du 8 en cotation lead climbing, donc ce serait du 5-13 quelque chose. Je vais ressortir la charte Ouais, de l'autre jour. on va dire entre 8A et 8B lead, on va dire. Donc ouais, ça doit être 5-13 quelque chose. Ouais, c'est 5-13B, 8A, dans le fond. Ouais, voilà. Ben, je pense, tu vois, que plus ou moins n'importe qui s'entraîne intelligemment peut avoir ce qu'il faut en termes de force critique au bout de 2, 3 ans pour grimper dans ces cotations-là, tu vois. OK. Et après, bah, il y a tous les autres facteurs qui vont influer, la force maximale, l'explosivité, la résistance. La Mhm. résistance, ça s'entraîne très rapidement. À partir du moment où tu as déjà une bonne force max et une plus ou moins bonne force critique, Mhm. donc la résistance, ce serait vraiment l'équivalent Ouais. des chevaux sur une voiture, tu vois, le horsepower, tu vois. Mhm. Tu peux avoir un très gros moteur, mais qui a très peu de horsepower. Bah là, tu vois, pour le grimpeur, ce serait ça. Donc, ce serait en fait augmenter sa résistance. Ça peut être très rapide. On l'a vu là dans la dernière étude qui était sortie avec le protocole F80. En OK. 4 semaines, tu peux augmenter de 30%. Et Wow. la plupart des gens gagnent jusqu'à, enfin, minimum 20% en 4 semaines. Donc, c'est énorme. C'est C'est énorme. fou, ça. Et donc souvent, en fait, juste avec 1 ou 2 cycles par an, d'année en année, bah, en fait, ça progresse très rapidement. Par contre, ça se désentraîne très rapidement C'est aussi. ça, C'est-à-dire c'est que tu vas ça. progresser très vite. Et si tu arrêtes d'en faire, ça redescend très vite aussi Ouais. à son niveau de base. Donc en fait, il faut vraiment bien cycler son entraînement pour être en forme dans les périodes où tu en as le plus besoin. Mhm. En fait, c'est pas possible de rester hyper endurant, hyper résistant, hyper fort toute l'année, tout le temps. C'est pas possible. Ouais. Il faut Alors que faire des sacrifices au bout d'un moment. la force, j'ai l'impression que ça prend plus de temps à la créer, mais une fois qu'elle est établie, elle va rester plus longtemps dans le temps. Ça va être plus difficile à perdre, si je me souviens bien. C'est ça. Bah, la force maximale, oui. Ça met des années à venir, Mhm. voire même ça peut être assez rapide si tu as les bonnes méthodes. Ouais. Mais après, il faut pas non plus progresser trop vite parce que sinon après, bah, les tendons, les ligaments et tout, ça a tendance à rester un peu derrière et du coup après, tu vas accumuler des petites blessures, des petites Mhm. douleurs et tout. Mais par contre, l'endurance de force, ça peut très vite se désentraîner aussi. OK. Donc imaginons là aujourd'hui, tu es capable de faire une suspension avec 40 kilos pendant 5 secondes. Si je te mets 30 kilos et que je te dis de faire un maximum de répétitions, bah peut-être qu'aujourd'hui tu vas en tenir 5 et peut-être que dans 3 mois après un cycle d'entraînement, tu vas tenir 15 répétitions, tu vois. Et OK. le gap entre 5 et 15 répétitions, il est énorme. Et ça, tu vois, ça va très vite fluctuer aussi en fonction de bah, si tu es en cycle d'endurance de force ou pas, si tu fais beaucoup de blocs, si tu fais beaucoup de voies. Enfin, en fait, la pratique de l'escalade en elle-même, elle influence beaucoup aussi le développement énergétique. Si tu Mhm. fais que du bloc, tu vas être beaucoup plus fort et beaucoup plus explosif. Si tu fais que de la difficulté, tu vas être beaucoup plus endurant et beaucoup plus résistant. Mhm. Et après, bah, les meilleurs grimpeurs, c'est ceux qui mixent les deux. Mhm. Et souvent, c'est un axe qui manque dans plein d'entraînement de plein de personnes parce que soit ils aiment pas, tu vois, par exemple, il y en a, ils aiment faire que du bloc, ils veulent pas faire de difficulté. Donc Ouais. là, bah, tu dois trouver une parade, donc tu dois faire de l'entraînement sur la poutre, etc. Parce que, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir plus de force critique, même pour quelqu'un qui fait que du bloc. Mhm. Et l'inverse, c'est aussi vrai, tu vois, par exemple, pour ceux qui font que de la difficulté, bah, faire des suspensions maximales sur la poutre ou t'augmentes la charge, etc., ça va être hyper intéressant Ben s'ils oui. aiment pas faire du bloc à côté, tu vois. Donc voilà, il y a des manières de le faire et en fait ça dépend Ouais. de tout le monde. Mais après, bah, on le voit avec les grimpeurs professionnels. Enfin, ceux qui grimpent le plus fort, c'est ceux qui sont le plus forts en bloc et en voie. Et Ben ils oui. font les deux et c'est juste à des saisons différentes, mais ils sont forts dans les deux, quoi. Genre, il y a Ouais. personne qui fait, enfin, même les Que du grimpeurs bloc, comme, je là, sais pas, ouais. Daniel Woods ou quoi, ils grimpent quand même 5-14 D, enfin 9A en voie alors qu'ils font jamais de voie. Tu vois, donc ils ont un niveau d'endurance qui est quand même Ouais. hyper élevé alors qu'ils font quasiment que du bloc. Ouais. Enfin, jusqu'à ouais, 8C+, etc. Enfin, Ouais. Ça, Puis surtout, j'ai l'impression surtout pour quelqu'un, exemple, qui fait de la voix, je pense que c'est quasiment encore plus important de faire du bloc parce qu'à partir d'un certain moment donné, dans une voie, tu as des crux que c'est un bloc. Tu sais, si, exemple, t'es pas capable de grimper plus que V7 en bloc, ben, c'est sûr que tu vas comme être capé à une certaine cotation en voie parce que à partir d'un certain moment donné, dans une voie, ben, tu vas avoir un crux qui va être un V7, tu sais. Mais j'ai l'impression c'est qu'en ça. bloc, en tout cas, tu pourras peut-être me corriger, mais je pense pas que ce soit autant important d'être bon en voix pour le bloc qu'autant que d'être bon en bloc pour la voix. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis Ou d'accord, est-ce que tu es sauf si d'accord ou tu pas fais d'accord? Ouais, c'est ça. je suis d'accord avec toi sur le principe global. Par contre, si tu fais de la compétition en Ouais. bloc, t'as besoin d'être hyper endurant. Parce que être capable de faire un seul bloc dur, bah, ça suffit pas. En fait, faut en faire 5 dans le Hmm. circuit en moins de 2 heures. Faut faire tous les blocs intermédiaires en même temps. Limite, c'est un concours d'endurance au final parce que C'est vrai.
enfin, si tu regardes le niveau des blocs dans les compétitions, et même les contests à l'échelle locale, tu vois, imagine, il y a 30 blocs à faire en 2 heures. Allez, dans les 30 blocs, il y en a 5 qui sont vraiment extrêmes. Bah, si tu es capable de faire qu'un seul bloc extrême dans les 30, bah, tu seras pas bon en compétition, tu vois, parce que t'as pas l'endurance ou la résistance de faire beaucoup dans la même C'est séance. vrai, c'est Donc, vrai. si tu fais que de la grimpe en extérieur, que tu veux juste faire un seul projet extrême et que tu t'acharnes que là-dessus et que c'est ce qui t'intéresse, oui, faire de l'endurance pour le bloc, c'est pas hyper utile, mais c'est quand même utile pour mieux récupérer. Tu vois, par exemple, si tu peux mettre 3 séances par semaine dans ton projet au lieu de une, bah, tu vas faire ton projet 3 fois plus vite, tu vois, en termes de temps, Mhm. C'est vrai. enfin de période de temps, tu vois, pas le nombre de séances, mais vraiment la période de temps. Si en 3 mois tu peux faire 12 séances ou 24 séances, bah ça change tout. Mhm. Donc, c'est moins vrai si tu fais que de l'extérieur et que du bloc max en extérieur. Mais à partir du moment où tu grimpes en salle et que tu as aussi un petit aspect compétitif, ou alors que tu es compétiteur, hein, tout simplement, sur Mhm. les circuits officiels, les championnats départementaux, régionaux, championnats du monde, etc. Bah, en fait, tu as besoin d'avoir un niveau d'endurance qui est colossal. Parce qu'en plus, des fois, ils grimpent plusieurs fois des séances extrêmes des jours d'affilée. Des fois, ils prennent qualification le lundi, demi-finale le mardi, finale Ouais. le jeudi, tu vois, enfin, ils ont un jour de repos, ils ont fait 8 heures de grimpe. Enfin, si t'as pas d'endurance, tu peux pas tenir, en fait. Donc, Non, c'est ça, exact. Tu te rends juste pas à la et, fin. et C'est ouais, ça. c'est ça. Et enfin, juste si t'as déjà essayé de le faire, tu vois, de grimper vraiment dur, je sais pas, 3 jours d'affilée, bah, tu te rends compte, en fait, que déjà le deuxième jour, c'est compliqué, Ouais. de vraiment grimper fort, parce que t'as pas une base d'endurance qui est aussi solide. Mais par contre, ouais, pour des grimpeurs professionnels, qui grimpent, ouais, au moins 5-14 en voie, bah, faire 10 V10 dans une séance, c'est pas de la randonnée, mais c'est facile. C'est C'est leur facile force, parce que, leur force critique qu'on parlait tantôt, là, ils c'est pourraient ça. grimper B10 toute la journée. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, arriver à un certain niveau, c'est ce qui se passe, hein. C'est si tu prends des blocs assez basiques en termes de mouvement, tu vois, sur de la board, je sais pas, de la kilter board, de la moonboard ou quoi. Je suis sûr que les gens qui grimpent V15, donc 8C blocs, ils sont capables de faire, je sais pas, 15 fois d'affilée un 7A, donc un V6, Mhm. sans se reposer, tu vois. Alors que toi, ton 7A, t'as mis 3 séances à le faire et à caler tous les mouvements, tu vois. Donc, il y a aussi C'est un très vrai. gros degré d'endurance qui est nécessaire, ouais. Mhm. C'est vraiment intéressant. J'adore ça. Puis en tout cas, juste l'aspect que tu parlais là, en tout cas, les films musculaires, etc., moi, ça me fascine. C'est vraiment cool. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, je savais qu'il y avait des fibres Bah, musculaires rapides et lentes, mais je savais pas justement que la génétique au départ pouvait influencer après ça sur le développement de l'athlète, là. et en plus, quelque chose qui influence encore plus le développement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mhm, C'est le sport que tu as fait quand tu étais enfant. Tu vois, par exemple, les Japonais, ils font tous de la gym quand ils sont enfants, les mhm. Tomoa, etc. Et ils sont Ouais. tous hyper explosifs, hyper dynamiques. Et en fait, parce que bah aussi, ça influence le développement de tes fibres. Et ça, pour le coup, tu peux le faire que à l'âge enfant. Ça marche plus quand tu es adulte parce que bah, c'est trop tard, tes fibres sont déjà développées. T'as plus du tout le même taux d'hormones de croissance, etc. Donc en fait, c'est un peu bête, mais imaginons que tu aies fait du cyclisme pendant toute ton enfance, tu vas avoir des cuisses énormes, et par contre, bah, tu aucune force dans les bras parce que tu jamais entraîné tes bras, tu vois. Et bah, Ouais. pour la gym, en fait, c'est un peu le même parallèle. Et comme l'escalade, c'est hyper typé haut du corps et la gym, c'est hyper typé haut du corps, souvent, bah, si tu as été gymnaste dans ton enfance, tu vas être hyper performant sur le bloc en salle parce que c'est des trucs hyper dynamiques, hyper physiques sur le haut du corps. Et après, bah, Mhm. si tu entraînes ta force doigt intelligemment, bah, ça va aussi progresser très vite parce que tu as déjà ces qualités d'explosivité. OK. Donc ça c'est hyper important aussi et du coup bah ça revient aussi à attaquer ses parents en justice, hein, si jamais t'as pas fait de gym quand t'étais enfant, tu pourras pas être champion du monde de bloc, tu vois. Maintenant c'est foutu parce que Exact. tout le monde le fait et à partir du moment où t'as de l'avance là-dessus, c'est plus possible de rivaliser en fait. Donc Ouais. ouais c'est 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 vrai. c'est vraiment tout ça qui est hyper important et aussi tu vois ça veut pas dire qu'il faut faire par exemple que de la gym quand t'es enfant parce que pour tout ce qui est développement des qualités motrices etc tu vois bah, c'est bien de mixer les sports à l'âge enfant. Donc, Mhm. tu vois, par exemple, je sais pas, faire un an d'athlétisme, un an de gym, un an de, je sais pas, un sport collectif, tu vois, un an de Du basketball, tu vois, soccer, je sais mettons, ou pas. du basket, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis, après, tu vois, à partir d'un moment, je sais pas, vers 10 ans, 10 11 ans, tu vois, là, éventuellement, tu te spécialises dans un sport où tu te dis, OK, bah là, à 10 11 ans, tu vois que tu as plus de qualité, je sais pas, pour l'escalade ou tu as plus d'affinité avec l'escalade. Bah, tu dis, OK, vas-y, là, on t'inscrit au club et tu vas 4 fois par semaine, tu vois, et, et après, ouais, ça fait des champions, quoi parce qu'ils ont Après toutes ça, les exact, c'est qualités ça. ouais non mais c'est ça, c'est les fameux comp kids tu vois où ils ont 15 ans enfin même pas 13 14 ans et ils font ton projet en no foot quoi, ils campent plus ton Ouais. projet quoi, c'est aberrant. C'est vrai. La deuxième question que j'avais préparée, justement, je voulais qu'on parle. Tu
Tu sais, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'était à partir de quand tu penses qu'un grimpeur devrait commencer à entraîner sa force doigt? Alors du coup, moi, ce que j'ai noté là dans les notes, c'est dès le début, dès que tu OK. commences à grimper. Après, bien sûr, il y a des manières de le faire, c'est-à-dire que tu vas pas directement faire de la prépa physique avec des séances hyper structurées de force maximale et tout. Mhm. Mais tu vois, par exemple, s'éduquer aux suspensions. Donc, par exemple, commencer à apprendre comment mettre ses doigts en trois doigts tendus, comment mettre ses doigts en semi-arqué, avec les pieds au sol, sur une poutre ou sur une latte de panguliche. Mhm. Vraiment, de cette manière très progressive et de s'éduquer aux préhensions, de forcer un petit peu, tu vois, sur tous les doigts, comprendre un peu dans la Ouais. position dans laquelle il faut se mettre, etc. Même si c'est pas vraiment du travail de force maximale, où tu vas forcer à fond dès le début, Mhm. en fait, ça fait partie du développement de la force parce que, déjà, pour forcer, il faut se mettre dans la bonne position. Si t'as pas la bonne position, t'as beau forcer tout ce que tu veux, ça va pas développer les mêmes qualités. Ça, c'est hyper important aussi. Tu vois, on dit souvent alors souvent c'est en musculation qui dit ça, que la technique c'est plus important que la charge. Donc tu vois, par exemple, si tu fais un développé, bah si tu triches avec les jambes et que tu mets 2 kilos de plus sur l'haltère, c'est pas intéressant parce que tu vas pas plus renforcer ton épaule. Mhm. Là, pour les suspensions, c'est un peu pareil. Tu vois, par exemple, déjà, si t'es pas bras tendu, si tes coudes un peu fléchis et que tu te suspends, bah, en fait, tu délaisses beaucoup le travail des doigts avec les longs supinateurs, les biceps et OK. tout. Donc, tu mets au final un petit peu moins de charge sur les doigts et t'éduques pas vraiment ce truc-là de cibler, enfin, d'isoler, on va dire, les doigts. Donc, OK. ouais, je dirais de commencer à entraîner sa force dès le début, en commençant par s'éduquer aux préhensions, apprendre qu'est-ce que c'est arqué pouce, semi-arqué, etc. Parce qu'il y a des grimpeurs, ça fait peut-être, je sais pas, 5 ans qu'ils grimpent et ils ont jamais appris à prendre une prise entendue, C'est à vrai. comment placer le petit doigt pour pas avoir de risque de blessure au lombrico, Ouais. pourquoi le semi-arqué c'est 90 degrés et pas 120 degrés par rapport au bras de levier, la biomécanique, etc. En fait, il y a plein de trucs comme ça où si tu l'apprends pas et que tu t'éduques pas, en fait, ça va pas venir tout seul. Et du coup, plus tôt tu commences, mieux c'est. Et ça t'évite aussi pas mal de blessures parce que si au bout de 3 mois de grimpe, tu sais déjà arqué pouce, semi-arqué et trois doigts tendus, que tu varies les préhensions et que après tu te renforces progressivement via différents protocoles, en fait, t'évites 90% des blessures parce que t'as bien fait les choses dès le début, tu t'es bâti des fondations solides. Donc ouais, vraiment dès le début. Et après, pour vraiment parler de la force maximale, quand est-ce qu'il faut commencer à l'entraîner? Je pense qu'il faut vraiment commencer à l'entraîner sérieusement avec vraiment, tu sais, des entraînements stricts, des cycles, etc. À Ouais. partir du moment où tu commences à avoir un plateau dans ta pratique. Donc, tu vois, si juste le fait de grimper normalement et faire quelques petits exercices de prépa physique par-ci par-là, ça te permet plus de progresser, bah là, tu te dis, OK, à partir de maintenant, 2 fois par semaine, je vais faire une séance où je travaille vraiment ma force sur les doigts, de manière ciblée, avec la surcharge progressive, etc. Et ce OK. plateau, il peut arriver très très vite, hein. Il y en a au bout d'un an, ils vont déjà être à un très gros plateau, et il y en a au bout de 5 ans, ils auront toujours pas de plateau, tu vois, parce qu'ils sont hyper doués et ils grimpent super fort parce qu'ils sont légers, ils ont les attributs génétiques, etc. Enfin, Ouais. c'est hyper individuel. Mais ouais, je dirais commencer vraiment à entraîner sa force max de manière très structurée avec une bonne prépa physique, etc. Quand tu as vraiment ton premier gros plateau, OK. que ce soit à cause d'une blessure, que ce soit à cause de juste le fait que tu n'arrives plus à progresser. Mhm. Ouais, pour moi, ce serait vraiment l'élément déclencheur OK. où je dirais à quelqu'un, bah regarde, peut-être c'est intéressant là de faire une séance par semaine en moins de grimpe et une séance par Mhm. semaine en plus de prépa physique pour justement débloquer ce palier-là de OK. force supérieure, quoi. C'est ça, plutôt en termes de ratio, c'est ça, c'est vraiment. Tu m'avais dit, je pense, dans l'autre podcast, que c'était à peu près 70-30 que tu me disais en termes de ratio d'entraînement. Tu sais, moi, je sais que quand je me suis entraîné dans les 6 derniers mois, la force du doigt, je la faisais à peu près tout le temps un genre de 30 minutes d'entraînement avant mes séances de grimpe, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que tu dirais que pour quelqu'un qui commence à entraîner la force du doigt, ça c'est trop ou ça fait quand même du sens? Je pense que dans un premier temps, faut commencer doucement dans le sens OK. où si avec une séance par semaine tu progresses, ça sert à Ouais, rien de rajouter une deuxième séance, tu vois. c'est ça. Et comment savoir si tu progresses ou pas? Tu le gardes pendant au moins 3 ou 4 semaines. Donc, imaginons tu fais une séance par semaine de 30 minutes. Tu fais ça pendant 4 semaines et tu vois Ouais, comment tu as progressé. Si tu as progressé un petit peu, bah, c'est que tu es sur la bonne voie, t'as pas besoin de OK. beaucoup plus. Et donc tu continues en fait jusqu'au moment où tu as un autre plateau. Et au moment Ouais, où tu as un autre plateau, bah là tu rajoutes une deuxième séance. Et ouais. après, quand les deux séances ça suffit plus, tu rajoutes des séries dans la séance. Et OK. après tu rajoutes Ou tu peux même switcher éventuellement des entraînements, je pense aussi, là, switcher de c'est type ça. de. Ouais. Mm. OK. Mais tu vois, pour vraiment des débutants qui commencent vraiment à s'entraîner, tu vois, donc là, si je reprends mon exemple, quelqu'un qui s'est déjà un peu éduqué aux préhensions, Mhm. qui grimpe depuis un an, qui a son premier vrai plateau et qui commence à entraîner sa force max, je pense que s'il commence avec une séance par semaine de force sur les doigts de manière vraiment contrôlée, après peu importe la méthode, que ce soit de la poutre, du block lift, enfin voilà, peu importe, Mhm. tant que tu Ouais. cibles vraiment tes qualités de force sur les doigts,
Bah en fait, une séance par semaine, ça peut suffire. Et après, par contre, tu vois, pour la plupart des grimpeurs qui sont déjà bien avancés, je pense par exemple, ouais, on disait à peu près le niveau V8. Ouais, Là, pour le coup, tu peux direct commencer par 2 séances par semaine parce que souvent, tu as déjà les qualités qu'il faut c'est pour ça. bah, justement encaisser ces 2 séances-là. Ouais. Et, euh, mais je pense que 2 séances par semaine, t'as pas besoin de plus, sauf cas très particuliers. Et OK. quand je dis cas très particuliers, ça peut être soit des athlètes de très très haut niveau qui ont vraiment un besoin spécifique. Donc là, tu vois, si je prends des cotations de haut niveau, ce serait pas des athlètes pas avant le V14, V15, tu vois. OK. Euh, et après, bah, si on prend des pratiquants comme nous qui grimpons, on va dire pour le plaisir, je pense que faire 3 séances par semaine de force sur les doigts, à moins d'être dans le V10, V11, c'est pas utile. Et OK. même dans ces cotations-là, avec 2 séances par semaine, ça suffit largement la plupart du temps. Ouais. Et après, par contre, ce que tu peux faire, c'est 2 séances par semaine, mais avec un style différent. Par exemple, une séance sur la poutre et une séance sur le spray wall en Hmm. no foot, par exemple. Ouais. Tu vois, comme ça, tu mixes un peu aussi les intensités. Et même si c'est un peu moins scientifique, ça peut très très bien marcher aussi, tu vois, parce que tu stimules un peu d'autres qualités de mobilité, de contrôle moteur, de force, de puissance. Enfin voilà, il y a tout le gainage de l'épaule aussi qui rentre en compte. Mhm. Enfin, Ouais. faut pas hésiter à mixer les méthodes, que ce soit ouais du block max sur la board, donc vraiment je sais pas Ouais. de la kilter board, la moon board ou quoi, mais vraiment aller dans des cotations dures et Ouais. faire un mouvement et tomber, tu vois, faire du no foot sur du pangulage, sur du spray Mhm. wall, même sur des blocs classiques hein, Ouais. dans les salles normales, dans des cotations un peu plus faciles. Mhm. Enfin, Puis, après, tu sais, si t'as déjà le niveau de faire V11, tu peux déjà faire quasiment tous les V6, V7 en no foot, tu vois. ouais. Enfin, si les prises sont bien orientées. Mais ouais, voilà, il y a plein de méthodes pour développer sa force. Et après, bah, faut juste choisir Ouais. celle qui vous convienne le mieux, que ce soit en termes de ratio temps investi sur retour sur investissement, Mhm. du fun que vous y prenez aussi. Si tu prends beaucoup de fun à faire des blocs en no foot, donc faire du campus, ça peut être hyper productif plutôt que de te dire, ah bah non, là, je dois faire une séance sur la poutre, j'aime pas ça. Mhm. Enfin voilà, faut prendre un peu aussi en compte les préférences de l'athlète. Et après, pour le coup, ce qui marche le mieux et qui est le plus prédictible, c'est vraiment la poutre de manière classique où tu vas Ouais, surcharger c'est ça. Puis progressivement. j'écoutais ton dernier podcast, justement, tu disais que toi, tu priorisais vraiment beaucoup plus la poutre versus les autres entraînements au niveau de la force de doigt. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi? Parce que ça, je pense, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet, pas qui est controversé, mais que c'est peut-être pas tous les coachs qui seraient d'accord par rapport à ça. En fait, c'est souvent le plus facile à mettre en place parce que dans OK. quasiment toutes les salles, tu as une poutre. Alors que tu vois, par exemple, pour le block lift ou Ouais, le campus board ou quoi, tu vois, il n'y a pas toutes les salles qui en ont. ça c'est Donc vrai. déjà, ça limite pas mal. Donc déjà, premier argument, c'est pratique parce que c'est accessible. Ça peut être bête, mais bah si un truc est pas accessible, même si c'est la meilleure méthode du monde, bah ça marche pas. Tu vois, je sais pas. Exact. Par exemple, Ouais. aller s'entraîner à 6 000 mètres d'altitude pendant 3 semaines et pour faire un pic de performance, mais il y a personne qui a les moyens et qui a le temps d'aller faire des stages d'entraînement à 6 000 mètres d'altitude. Tu vois, Mhm. il y a même pas de salle d'escalade à 6 000 mètres d'altitude. Enfin voilà, c'est même si tu sais qu'en théorie c'est bien, bah si c'est pas faisable et c'est pas grave. C'est vrai. Vraiment, argument numéro un, l'accessibilité. C'est vraiment hyper facile d'accès. Ouais. Après, argument numéro deux, il y a quelqu'un qui m'avait répondu aussi sur Instagram par rapport à ça et j'avais pas trop argumenté parce qu'il était tard et tout, mais du coup, bah, je peux le faire maintenant. Il m'avait dit que pour lui, c'était beaucoup plus stable de faire du block lift, donc c'est de OK. soulever le bloc du sol à un bras plutôt Ouais. que de faire de la suspension à 2 bras sur la poutre. Ça dépend de tes facteurs limitants, ça dépend de ta technique, mais en fait, si t'as pas les épaules en facteur limitant, que tu as une bonne mobilité d'épaule et que tu veux vraiment juste surcharger tes doigts, bah, tu vas même faire des suspensions à un bras en t'aidant d'un petit support. Tu vas pas forcément en te délestant, mais juste Mhm. en mettant ta main sur un support pour juste te stabiliser. Ça peut être beaucoup plus stable que de faire du block lift où en fait tu vas tracter avec les jambes, tu vas un peu te déstabiliser. Le bloc il va jamais être dans la même position, donc au niveau de la friction ça peut changer. OK. En fait après il y a vraiment des préférences personnelles dans le sens où bah, tout le monde est différent. Donc, tu vois, par exemple, si tu as les épaules en facteur limitant, bah, déjà, faut travailler ta mobilité d'épaule, parce que si tu le travailles pas, ça va jamais s'améliorer. Mhm. Mais oui, c'est vrai que faire du block lift dans un premier temps, ça peut être bien parce que ça te permet d'augmenter ta force doigt sans trop te tirer sur les épaules. Mais tu vois, si tu as vraiment les prérequis, etc., que ce soit en termes de gain de temps, parce que bah, la poutre, tu fais les 2 bras en même temps, donc tu économises du temps. Ça paraît bête comme ça, mais C'est je parlais vrai. des séances de 30 minutes. Si tu dois faire 3 fois chaque bras avec 3 minutes de repos, bah, tu prends 2 fois plus de temps à le faire sur le bloc. Enfin voilà, c'est différent, ça prend plus de temps. Mhm. Donc ouais, vraiment, tu vois, je dirais aussi la stabilité, le fait que la poutre c'est vraiment stable et tu peux lester de 1 kilo en 1 kilo. Enfin, si tu as le matériel à disposition, c'est très prédictible, tu vois, en termes de position sur la poutre. Enfin, tu peux toujours être dans la même position, dans le même environnement, rajouter du lest petit à petit. Ouais. Euh,
Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc le plus facile à mettre en place. Et Mhm. après, bah, t'as toutes les autres méthodes qui marchent, hein. C'est juste pour réussir à les mettre en place et à les surcharger progressivement. Et tu vois, souvent, t'as des paliers qui sont trop importants. Par exemple, si on prend le campus board, tu vois, le Ouais, Pangulish, tu vois, il y a les fameux 1,4,7, 1,5,8, 1,5,9, etc. Bah, en fait, le gap entre un 1,5,8 et un 1,5,9, c'est pas juste une latte de plus, tu vois, c'est peut-être 30% de puissance en plus, tu vois, pour réussir ouais. à fermer le bras et aller chercher plus haut. Et en fait, bah, ce 30% de puissance, tu vas pas le gagner en faisant du 1,5,8 parce que c'est déjà à ta limite de puissance, en fait. Donc, faut que tu travailles ta puissance séparément pour après réussir à faire un 1,5,9, tu vois. Mhm. Donc, il y a vraiment ce truc aussi où, bah, faut comprendre le pourquoi du comment tu t'entraînes. Et en fait, tu vois, par exemple, bah, le pangulish sans les pieds, hein, donc vraiment, tu sais, faire un 4,7 ou un 5,8, en fait, tu travailles pas ta puissance maximale parce que la force que ça te demande de tracter, ça réduit ta vitesse de contraction sur les bras. Donc, en fait, si vraiment ton but c'est de travailler ta puissance max, va faire du pangulish en 1,4,7 ou en 1,5,8, ça a aucun impact sur ta puissance max. Voilà, il y a Mhm. plein de trucs comme ça où on se dit ouais, faut pour faire de la puissance, faut faire du campus ou quoi. Ben en fait, ça dépend. Est-ce que tu veux faire de l'endurance de puissance? Est-ce que tu veux faire de l'explosivité? Est-ce que tu veux faire de la puissance maximale? Enfin, il y a plein de choses à considérer. En fait, c'est tellement complexe Ouais. et tout le monde est différent que tu peux pas dire juste bah voilà, faites du pangulish, vous allez gagner de la puissance parce que bah ça se trouve la personne juste elle va se blesser, tu vois, en faisant du pangulish. Ou toute autre méthode d'ailleurs, hein. Je sais pas, on parlait de campus des blocs dans la salle. Si tu commences à campus du V10 sur des micros arqués, c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois. Ah ouais, ça pue la blessure à plein nez. Surtout que souvent les blocs sont pas ouverts pour être campusés, quoi. Donc, Ouais. enfin, je sais même pas si ça se dit campusé, mais on invente des verbes, On c'est vient bon. d'inventer un verbe exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment ça. Donc, entraîner sa force le plus tôt possible avec la surcharge progressive. Et pour moi, ouais, la poutre, c'est vraiment un des trucs les plus progressifs Ok, et les plus faciles à mettre en place, en fait, tout simplement. j'aime ça. Cool.